On vient juste de revenir du Japon, et j'espère d'ailleurs que les vidéos qui ont pu être tournées là-bas vous ont plu. Et je me suis dit, une fois par mois, on va lancer un nouveau rendez-vous. J'aime bien l'appeler l'inventaire. Pourquoi l'inventaire? Comme j'ai dit, ça va être un rendez-vous mensuel dans lequel on va parler des films qui sont rentrés dans le Ocho Picture Club dans ce mois. Et aujourd'hui, on va inaugurer ce nouveau format avec un spécial 2024. Donc j'espère que vous êtes prêts, et c'est parti! Film numéro 1, Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Donc je dis film numéro 1, mais n'y voyez aucun classement, c'est juste celui qui vient le premier en haut de la pile. Ça revisite le mythe de Frankenstein, sauf que la créature ici, c'est le personnage d'Emma Stone. Le cerveau qu'elle aura dans sa tête, dans son corps d'adulte, est un cerveau d'enfant. On va passer par toutes les phases de développement d'un enfant jusqu'à l'âge adulte. Une approche qui est quand même assez freudienne, diront certains. Ça peut déranger, ça peut plaire, on peut adhérer, on peut ne pas adhérer. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'on adhère à 100% au jeu de Emma Stone, qui est incroyable et qui n'a pas volé son Oscar. Et on adhère aussi complètement à l'ADA, la direction artistique, où on se retrouve à traverser le monde, même si le film est principalement tourné en studio, décors de studio qui sont juste sublimes. Donc voilà, on conseille vivement Pauvre créature en Blu-ray. Et si on avait dû faire un classement chronologique, c'est le premier film que j'ai vu cette année dans cette pile. Je l'ai vu au festival de Gérardmer en hors compétition. Donc film coréen, Concrete Utopia. Une météorite s'écrase sur Séoul et un bâtiment va rester debout. Tout le nœud de l'histoire va tourner autour de qui est-ce qui va rester dans cet appartement, comment est-ce qu'on va gérer les derniers vivres qui restent. L'intérêt de ce film est l'approche, et son approche qui est éminemment politique. On retrouve Lee Byung-hun en tant que personnage sauveur. Il vient éteindre un feu tout au début de l'histoire, et en fait il est nommé très rapidement délégué des gens de ce bâtiment, et c'est lui qui va devoir trancher lorsqu'il y a des décisions importantes à prendre en termes de mise en scène signifiante, c'est-à-dire des plans qui vous racontent des choses, en termes de déco, en termes de jeu d'acteurs, et bien évidemment en termes de ce que ça dit sur l'âme humaine. C'est du très grand cinéma, et du très grand cinéma coréen, comme ils nous ont habitués depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Troisième film dans la pile, Dream Scenario de Christopher Borgli. Alors on retrouve, comme vous pouvez le voir, ici c'est écrit en grand, notre acteur Nicolas Cage. S'il y a un film à voir de Nicolas Cage depuis 10-15 ans, c'est bien celui-là. Il est tout bonnement incroyable. Il prend énormément de risques. Alors quand je dis ça, ça peut faire peur parce qu'on se dit, il prend régulièrement des risques dans les rôles qu'on lui donne ou qu'il prend parce qu'il faut gagner de l'argent. Et régulièrement, il est dans une espèce de surjeu qui le dessert. Là, véritablement, il est beaucoup plus en retenue. C'est un prof de fac, tout simplement, qui, du jour au lendemain, va devenir une star, mais pas n'importe quelle star, pas la star des réseaux, la star des rêves. Dans un premier temps, ça va être super, et puis au fur et à mesure, ça va devenir un véritable cauchemar pour lui. Le sujet du film est la notoriété à travers le rêve. Ils arrivent bien évidemment à faire des ponts avec la notoriété sur les réseaux sociaux, être influenceur, se voir un petit peu partout, sauf que là, ils collent ça au rêve. Et ils arrivent à en sortir des réflexions d'une pertinence incroyable. Et ce côté osé dans le jeu de Nicolas Cage, ce côté osé dans la mise en scène, ce côté osé dans le pitch même, on est captivé du début à la fin. Donc Dream Scenario, grosse reco. L'Armée des Ombres, c'est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma français, film de 1969 qui traite de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que c'est un film, ça vous le savez, de Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville qui a été lui-même résistant, mais plus que ça, pour la petite anecdote, merci Kino pour cette anecdote, Melville, qui n'est pas son vrai nom, est le nom qu'il s'est choisi lorsqu'il était résistant. Et il l'a gardé quand il est devenu réalisateur. On suit une tripotée d'acteurs français que vous connaissez sûrement tous, ce sont tous des monstres. À commencer par Lino Ventura, qui est notre personnage principal, qui va être dénoncé et capturé, et qui va s'évader. Et rien que la séquence d'évasion avec ce fameux ralenti justifie que vous voyez ce film. On a Simone Signoret, qui est son personnage de femme résistante, qui doit faire des choix entre sa résistance et sa famille. Ça vous glace le sang. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la direction de l'acteur, il n'y a pas grand-chose à dire sur la réal, il n'y a pas grand-chose à dire sur la photo. C'est un chef-d'œuvre. On fonce sur l'Armée des Ombres. Retour en Corée, retour aux États-Unis. Avec Past Life de Céline Song, on aborde justement le sujet de l'immigration. On aborde surtout le sujet, le thème central de ce film, c'est l'amour d'enfance qu'on retrouve des années plus tard, sous le prisme du changement de personnalité. Est-ce que la personne que j'ai aimée enfant est toujours la même adulte? D'autant plus qu'elle a changé de pays. Et là, vraiment, c'est le coup de génie de l'histoire. Vu que ces personnages sont extrêmement mutiques, tout passe quasiment
par l'image et les cadrages. Ça permet de donner un point de vue. Et ça, dès le premier plan. Donc, Past Lives, ne passez pas votre chemin. Allez, 6e film, et là, on retourne en 1999. 1999, mais quelle grande année pour le cinéma. On se rappelle Matrix, on se rappelle Fight Club, et on se rappelle Sleepy Hollow. Sleepy Hollow de Tim Burton, avec Johnny Depp et Christina Ricci, qui était encore toute jeune là-dedans. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu ce chef-d'œuvre de Tim Burton, on est en 1799. L'inspecteur Crane, qui ne croit ni aux fantômes, ni aux démons, ni à quoi que ce soit, il va devoir partir dans un village de Nouvelle-Angleterre pour enquêter sur ce qu'on appelle le cavalier sans tête, et ce serait lui qui tue toutes ces personnes. On a au scénario Andrew Kevin Walker, le scénariste de Seven, à l'image, à la photo, Emmanuel Lubezki, c'est le chef opérateur de, mais pas que, Alfonso Cuarón, et à la production, notamment Francis Ford Coppola. Ça aide pas mal, aussi surtout au niveau de la liberté créative. Je pense qu'avec cette équipe-là, qu'est-ce qui pouvait sortir d'autre qu'un chef-d'œuvre? Sleepy Hollow, qui, comme vous pouvez le voir ici, est en 4K. Ça fait partie de ces masters où on redécouvre les films. Donc là, Sleepy Hollow, si vous pouvez vous le procurer en 4K, allez-y, c'est une valeur sûre. 7e et avant-dernier film, La Passion de Dodin Bouffant. Le film par lequel le scandale est arrivé lorsque la France a décidé d'envoyer ce film aux Oscars 2024 et non pas Anatomie d'une chute. J'ai vu les deux, ça se discute, hein. Anatomie d'une chute, pour le coup d'ailleurs, a eu le prix du scénario. Effectivement, son scénario, il n'y a pas grand chose à redire, c'est un très bon scénar. Par contre, je pense que quand on envoie un film à l'étranger, La Passion de Dodin Bouffant est beaucoup plus parlant. Pourquoi la France est connue en dehors de ses frontières, notamment sa gastronomie. Et la grande réussite de ce film, c'est de parler à travers la gastronomie d'une relation d'amour et de son évolution. Relation entre le gastronome Benoît Magimel et Eugénie, sous-chef, interprétée par Juliette Binoche. Sauf que le personnage de Juliette Binoche montre des signes de fatigue, voire de maladie. À un moment donné, il va falloir que Benoît Magimel cuisine pour elle. C'est des couleurs, c'est des textures, c'est des odeurs. On a l'impression de sentir tellement c'est magnifiquement filmé. Et on est là avec eux, dans du geste, vraiment dans du geste. C'est un cinéma du geste. Un grand film de 2024. 8e et dernier film, parce qu'à un moment donné, toutes les bonnes choses ont aussi une fin. Hein, vous allez me dire, Stan, comment ça se fait, tu viens du Japon, tu n'as pas parlé du Japon, tu n'as pas mis de film japonais dans ton classement, que nenni, et voilà ce film, The First Slam Dunk. C'est le mangaka, le dessinateur derrière le manga Slam Dunk, manga des années 80, et qui, cette fois-ci, passe derrière la caméra. Et là, on aurait pu se dire, waouh, pari risqué, sauf que c'est ne pas connaître l'œuvre de Takeshi Inoue, qui, je rappelle, n'a pas fait que Slam Dunk, hein, a fait aussi Reel, qui est sur le handi-basket, et il a fait aussi le chef-d'œuvre, qui n'est pas encore fini, Vagabond. Quand on regarde un peu son découpage, quand on regarde ses dessins, c'est quelqu'un, on se dit, s'il passe derrière la caméra, ça va faire quelque chose de bien. Et là, il passe derrière la caméra et c'est un coup de maître, même pour ceux qui n'ont pas terminé ou n'ont pas lu Slam Dunk. Ce qui est très surprenant d'ailleurs quand on commence The First Slam Dunk, le film, c'est que pour ceux qui ont lu le manga, ou ne serait-ce que le début, ce loser qui en fait va se mettre au basket parce qu'il a envie de plaire à une fille, on est sur vraiment le ton de la comédie. Et là on arrive, First Slam Dunk, on est avec Ryota qui est le meneur de l'équipe, et on commence avec la mort d'un de ses parents. Et donc l'intelligence de Takeshi Inoue dans The First Slam Dunk, c'est de partir ou de faire des renvois réguliers sur le passé de Ryota, et justement le dernier match qu'on a dans le manga, le dernier match de l'équipe de Shohoku. Et comme je vous le dis, on est vraiment dans du manga hyper sérieux. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, pour convaincre même les gens qui ne suivent pas ou qui n'aiment pas, qui ne regardent pas habituellement du manga, dans Slam Dunk, on a vraiment du très haut niveau d'animation. C'est vraiment un choix extrêmement ingénieux de la part de Inoue, de prendre entre de la 3D et du cel shading. On trouve un petit peu le meilleur de la 2D et le meilleur de la 3D. Et ça marche extrêmement bien. On a un découpage de folie comme dans le manga. On a de l'animation incroyable, une BO qui vous emporte. C'est vraiment une très belle porte vers le manga, vers le basket, vers l'animation japonaise. Donc, allez-y. Et voilà donc qui conclut notre première émission intitulée Inventaire du Ocho Picture Club. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, c'est l'instant youtubeur, n'oubliez pas d'activer la cloche, de mettre un petit pouce et de mettre des commentaires. Et on se retrouve d'ici un mois.